Dans une déclaration faite à la presse ou bien à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a dit qu'il pourrait y avoir un accord de cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens la semaine prochaine. Ça, c'est quelques heures avant qu'il reçoive Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Les réactions de la part de Hamas et de la part d'Israël ne sont pas très claires jusqu'à maintenant, ou bien ne sont pas déclarées. De toute façon, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ambassadeur Hassan Halidi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Déjà, que pensez-vous, ou bien votre commentaire sur cette déclaration faite par le président américain qu'il y aurait peut-être, ou bien il est possible d'avoir un accord de cessez-le-feu la semaine prochaine entre les Palestiniens et les Israéliens? On attend toujours, ce n'est pas la première fois que soit l'administration américaine, soit des sources arabes dites bien informées qui parlent d'un cessez-le-feu possible. Alors ce n'est pas la première fois, mais certainement nous souhaitons que ça serait la dernière fois qu'on parle comme ça d'une possibilité de parvenir à un accord de cessez-le-feu et puis rien n'y passe. Mais en tout cas, on attend toujours le résultat de la rencontre demain à Washington, à la Maison-Blanche, entre le président américain et le chef du gouvernement israélien. Ceci dit, les Israéliens ont envoyé, ou sur la voie d'envoyer une délégation à Doha, le Qatar, pour des négociations. Alors on attend toujours les résultats de cette rencontre importante demain à la Maison-Blanche, et d'un autre côté, les négociations, les résultats de ces négociations une fois entamés. Votre Excellence, bonjour. Bonjour madame. Alors comme vous le dites, effectivement, ce n'est pas la première fois que les États-Unis déclarent qu'il y a un accord possible qui pourrait être conclu. Néanmoins, lorsqu'on voit la politique étrangère de Donald Trump, nous voyons qu'elle est de plus en plus désastreuse. Donald Trump ne remplit pas ou ne réalise pas les promesses qu'il avait faites lors de sa campagne, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il allait mettre fin à toutes les guerres dans la région et celle russo-ukrainienne. Il n'a pas réussi, on le voit. Au contraire, d'autres guerres ont éclaté, comme la guerre entre Israël et l'Iran. Est-ce que le président Trump n'est pas en train de se lasser justement de cette guerre entre Israël et le Hamas, et que peut-être en demandant de voir le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il pourrait faire pression pour au moins obtenir un cessez-le-feu durant ces prochains jours? Premièrement, personnellement, je ne pense pas qu'il y a un désaccord entre M. Trump et M. Netanyahou, soit sur la situation à Gaza, soit sur la situation en Cisjordanie, soit sur la situation régionale. Je ne pense pas. Depuis le janvier dernier, il y a une concordance de point de vue entre les Américains et les Israéliens. Et ça explique pourquoi Israël, jusqu'à maintenant, mène cette guerre, comme son chef de gouvernement a dit à plusieurs reprises, mène une guerre sur sept fronts. Premièrement, le premier point. Le deuxième point, moi, je pense que cette fois-ci, parler d'un cessez-le-feu à Gaza, ça c'est quelque chose de tactique de la part des Israéliens et des Américains. De tactique dans la mesure où la rencontre de demain, le sommet entre le président américain et le chef du gouvernement israélien, ne va pas seulement se concentrer sur Gaza, mais sur le Moyen-Orient, le rôle de l'Amérique, le rôle d'Israël, comment ces deux gouvernements veulent redessiner la carte géopolitique au Moyen-Orient.
Dans ce contexte-là, le président américain a un intérêt, un grand intérêt, je dirais, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, même si cet accord ne va pas trancher sur la situation à Gaza et après la guerre. Et cet accord, on parle de cet accord, mais n'oublions pas que cet accord, c'est un accord intérimaire, c'est-à-dire c'est un accord qui porte sur un cessez-le-feu pour 2 mois. Oui, certainement. Et puis dès le premier jour de l'entrée en vigueur de cet accord, elle commence des négociations crédibles et sérieuses, entre guillemets, pour se mettre d'accord sur l'arrêt total des combats à Gaza. Alors, est-ce qu'on va, une fois, supposons que cet accord intérimaire serait annoncé durant la prochaine semaine, alors la question principale reste, est-ce que cet accord serait un accord pour toujours, c'est-à-dire pour 2 mois, et puis après les 2 mois, Israël reprend ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Alors ça, c'est la question principale, madame. Là, monsieur l'ambassadeur, il y a beaucoup d'efforts déployés de la part des pays arabes. Je cite notamment l'Égypte et le Qatar. Donnez-nous un bref aperçu sur ces efforts déployés par ces 2 pays arabes. Certainement, les médiateurs, soit l'Égypte, le Qatar, avec une coordination accrue avec l'administration américaine, soit avant l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche ou après. Certainement, ces efforts ont donné fruit à 2 reprises à un cessez-le-feu. La première fois, c'était en novembre 2023, et c'était un cessez-le-feu qui a duré 1 semaine. Et puis, un cessez-le-feu le 19 janvier dernier. Alors, dans ce contexte-là, ces pays, ces médiateurs, l'Égypte et le Qatar, avec les États-Unis, certainement ont fait de leur mieux pour parvenir à un cessez-le-feu, pas seulement intérimaire, mais un cessez-le-feu permanent. Et ils cherchent toujours, ils ont cherché, ils ont sans aucun doute les 2 pays, l'Égypte et le Qatar, soit dans leurs discussions avec les dirigeants du Hamas ou avec le gouvernement israélien et l'administration américaine, ont fait de leur mieux, à vrai dire, pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre dans la bande de Gaza. Et je pense qu'ils vont continuer à déployer ces efforts jusqu'à le jour où cette guerre prendrait fin. Alors, comme vous le savez, Votre Excellence, la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou le force aussi à ne pas relâcher ou laisser du lest à ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire qu'il est entre 2 feux. Il a une politique très extrémiste qui voudrait poursuivre son plan de colonisation de la Cisjordanie et de tout saccager à Gaza. Mais en même temps, il y a l'opinion publique et l'opinion internationale qui font pression sur lui. Au final, quelle décision sera prise? Est-ce que vraiment il a le choix de prendre une décision dans son gouvernement, ou risquerait-il de perdre sa place justement si jamais il décidait de trouver un accord de paix ou de cessez-le-feu avec le Hamas? Premièrement, je ne pense pas que M. Netanyahou a des problèmes avec l'aile extrême droite. Non, avec les autres, justement avec les autres. Avec l'extrême droite, il est très bien avec eux. Mais je veux parler du reste du gouvernement ou de l'opinion publique.
Non, l'opinion publique israélienne est divisée et polarisée. Il y a les gens qui soutiennent la guerre israélienne à Gaza et il y a une minorité et parmi laquelle figurent les familles des otages israéliens à Gaza qui demandent un arrêt total des opérations militaires, pas pour les Palestiniens, mais pour libérer les otages, pour libérer leurs chers fils ou leurs chers parents. Mais l'opinion publique internationale, moi je ne pense pas trop à l'opinion publique internationale qui a vécu pour 20 mois ou plus de 20 mois cette, entre guillemets, sauvagerie israélienne dans la bande de Gaza. Et j'étais en train de lire un article ce matin sur un entretien avec un ancien général dans l'armée israélienne qui s'est exprimé sur la stratégie de son pays ou la stratégie de l'armée de son pays à Gaza et il a dit le suivant. Il a dit ce que nous pratiquons à Gaza était pratiqué en Europe avant l'arrivée du parti nazi en Allemagne. Mais l'opinion publique internationale n'a rien fait, ni les Nations Unies. Alors maintenant, on doit se concentrer sur les factions palestiniennes, sur l'autorité palestinienne, comment gérer cette situation-là et comment gérer et quelle serait la gestion des Palestiniens de l'après-guerre à Gaza. C'est ça le plus important du point de vue égyptien, palestinien, arabe. Mais certainement, maintenant, la décision reste toujours à la Maison-Blanche. Monsieur l'ambassadeur, malheureusement. Monsieur l'ambassadeur, il y a une question qui circule dans la rue, non seulement égyptienne, mais partout dans le monde arabe. Là, le Premier ministre Netanyahou affronte actuellement des procès pour corruption. Alors, au cas où il est accusé par le tribunal, quelle est la situation politique selon vous? Moi, certainement, comment M. Trump gère la situation. Comme vous vous souvenez, depuis 2 semaines, le président américain a proposé que les juges israéliens laissent tomber ce procès contre le chef du gouvernement israélien. Comment expliquer cette prise de position qui a été vivement critiquée par plusieurs forces politiques israéliennes comme ingérence inacceptable de leur point de vue de l'Amérique ou de la Maison-Blanche dans des affaires intérieures israéliennes. Mais le plan ou l'idée principale derrière cette proposition était que vous laissez tomber le procès contre M. Netanyahou, et dans ce cas-là, M. Netanyahou ne serait pas toujours menacé par la dissolution de la coalition dans le cas où ces 2 ministres d'extrême droite, M. Smotrich et M. Ben-Gvir, décident de se retirer de cette coalition. Alors, s'ils décident de se retirer de la coalition, il y a d'autres forces politiques qui seraient prêtes à former une coalition gouvernementale qui aurait une majorité au sein de Knesset. Mais ceci dit, prenons en compte que la session du Knesset prendrait fin dans les prochains jours et ils vont reprendre leurs travaux en octobre prochain. Alors, nous avons 2 mois devant nous ou 3 mois devant nous où soit M. Trump, soit M. Netanyahou pourraient manœuvrer sans être menacés par des menaces
de la part de M. Smotrich et de M. Ben-Gvir. Voilà ce qui se joue maintenant. Et ce qui certainement soutient la thèse, ma thèse principale, est qu'il y a une coordination totale, à mon avis, entre M. Trump et M. Netanyahu. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais revenir sur un point que vous étiez en train de dire juste avant cette question, celui concernant votre entretien avec un général israélien. Pas mon entretien. Ah oui, l'entretien que vous avez suivi, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Autant pour moi. L'entretien que vous avez suivi d'un général israélien. Alors, si j'ai bien compris, ils justifient leur action par le fait de dire que, au temps nazi, la communauté internationale ne disait rien, agissait sous le silence, acceptait même ce qui se passait. Donc, en fait, ils reconnaissent qu'ils ont une politique nazie, eux aussi, et qu'ils exterminent une population comme eux-mêmes, ils ont été victimes d'un pouvoir, d'un régime politique, mais néanmoins ils oublient une chose, c'est que Hitler au final, on ne sait pas comment il est mort, en tout cas il a été tué ou s'il s'est suicidé, la question n'est pas celle de notre programme d'aujourd'hui, mais je veux dire qu'il y a eu une fin à cette histoire, ils n'ont pas peur que eux aussi il y ait cette même fin à leur histoire? Le général israélien auquel je viens de faire référence critiquait son gouvernement et critiquait le colon en Cisjordanie. Et il a dit, dans cet entretien, il a dit qu'il s'est exprimé en disant que notre ennemi n'est pas de l'extérieur, notre ennemi est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il voulait dire que les colons, les pratiques de colons, la colonisation, la politique des gouvernements israéliens successifs par rapport à la cause palestinienne est l'ennemi principal ou le premier ennemi de l'État d'Israël. Et certainement, ce général israélien n'est pas le premier ni le seul parmi les militaires, les anciens militaires israéliens ou dans la vie politique israélienne qui ont dit que avec la politique de cette coalition d'extrême droite au pouvoir en Israël, Israël s'auto-détruit. Alors c'est ça le thème principal de cet ancien militaire israélien. Il n'a pas dit ça, il n'a pas utilisé le mot nazi, et certainement on doit louer son courage bien sûr, bien sûr. de faire cet rapprochement entre la politique de cette coalition d'extrême droite israélienne avec des pratiques avant la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous le savez, pour s'exprimer tant on doit avoir du courage à l'Occident pour dire ça. Une fois quelqu'un s'exprime de cette façon-là, il peut se trouver en prison. Je parle certainement de l'Occident. Hein. Mais en tout cas, espérons que la semaine prochaine, le président américain va annoncer un cessez-le-feu intérimaire à Gaza pour 2 mois. On espère bien. Ça serait un pas, aller de l'avant, et on verra après ça comment les choses vont. Exactement. On espère bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hassan Halidi. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Alors justement, Anshof, nous venons de terminer ce premier segment consacré à Gaza et de ce probable cessez-le-feu, ou on espère cet espoir de cessez-le-feu qu'il y aura donc à Gaza. Tout de suite, je vous laisse entre de bonnes mains celle de Samar Rezi pour un rappel de l'actualité.